Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Dr Jibril Ben Aji. Donc, je suis chargé de modérer la session d'aujourd'hui. Donc, c'est une session une série de webinaires qui sont organisés par le MAP. Donc, c'est le deuxième webinaire dans les jours proches là. Donc, nous tenons à remercier sincèrement professeur Ngor pour l'acceptation de présenter ce webinaire. Professeur Ngor est ancien interne des hôpitaux de Dakar. Donc, il est neurologue d'abord. Ensuite, il s'est formé en NPR. Et ensuite, il a fait son agrégation en NPR. Il est chef de service de MPR, donc du service de rééducation, de CHU FAN. Donc, nous le remercions vraiment pour l'acceptation de présenter ce webinaire. Et nous profitons aussi pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous et puis les autres collègues pendant le séjour en formation. Donc, tout ce qui est qualité morale, intellectuelle, professionnelle, personnelle. Donc, merci beaucoup à travers lui, tous nos maîtres qui ont contribué à notre formation à Dakar. Nous remercions également tous les participants qui, chaque fois qu'on les sollicite, en tout cas pour assister à nos webinaires, sont là toujours à travers tout le continent et à travers la diaspora, que ce soit ici en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Sud orientale, ils sont tous là, que ce soit au Maghreb également, que ce soit la diaspora, que ce soit en Europe, aux États-Unis, donc un peu partout. Donc merci vraiment de soutenir le réseau pour la promotion de la recherche médicale en Afrique. Merci beaucoup. Et soyez les porte-parole de ce réseau. C'est pour tous les Africains sur le continent et la diaspora. Et il y aura une brève présentation de ce réseau après la présentation du webinaire. Donc sans trop tarder, nous allons donner la parole au professeur Ngor qui va nous parler aujourd'hui de la rééducation fonctionnelle après LAVC, méthode et nouveautés techniques. Donc professeur Ngor, si vous m'entendez, vous avez la parole. Allô, on m'entend? Professeur Ngor? Allô, vous m'avez entendu? Merci, Dr Ben Djibril. Donc, j'avais du mal à activer mon micro, mais c'est fait. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, de vous remercier, vous aussi, donc d'avoir organisé ces enseignements et surtout donc d'avoir choisi un thème de rééducation parce que nous savons que la rééducation fonctionnelle quand même a eu un retard en Afrique subsaharienne et le fait d'en parler au cours de ces enseignements pourrait permettre de réveiller des vocations. Et pour ça, je vous remercie. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de la rééducation fonctionnelle après un accident vasculaire cérébral, les méthodes et les nouveautés techniques, tout en adoptant le plan suivant. Donc, dans un chapitre d'introduction, nous allons définir la question dégager l'intérêt. Ensuite, nous parlerons des bases de rééducation anatomique, physiologique, mais aussi physiopathologique et un bref rappel sur le bilan clinique. Puis, nous aborderons les techniques et méthodes en rééducation. Et avant de conclure, nous aborderons les nouveautés techniques. La rééducation fonctionnelle, par définition, désigne l'ensemble des moyens thérapeutiques qui permettent de prévenir, limiter, réduire les conséquences fonctionnelles des malades. Et donc, il s'agit de moyens thérapeutiques qui ont un but fonctionnel. Et l'accident vasculaire cérébral, par définition, selon l'EMS, c'est un ensemble de signes globaux ou bien focaux de souffrance cérébrale
secondaire à un mécanisme vasculaire. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous allons parler des moyens de rééducation, des techniques de rééducation qui permettent d'améliorer le pronostic fonctionnel après un accident vasculaire cérébral. Ces moyens thérapeutiques sont divers, mais le choix dépend du plateau technique. Et donc, il existe des méthodes classiques et modernes, mais dépend aussi du bilan clinique. Il est intéressant de parler de la rééducation dans les accidents vasculaires cérébraux à deux titres. Parce qu'il s'agit d'un problème de santé publique. L'accident vasculaire cérébral est un problème de santé publique. De par sa fréquence, 2/3 des hospitalisations au service de neurologie de l'hôpital Fann, et j'imagine que c'est à peu près la même chose aussi dans d'autres services de neurologie de la sous-région. Professeur, vous pouvez activer votre caméra, s'il vous plaît? Et 20% des consultations à notre service de médecine physique et de réadaptation, selon une étude qui a été réalisée, une thèse réalisée par Mbeng en 2017. Et nous observons en Afrique subsaharienne que ces accidents vasculaires cérébraux touchent de plus en plus des sujets jeunes. Le deuxième point assez intéressant qui fait que ce sujet est assez intéressant, c'est la gravité de l'accident vasculaire cérébral. Avec une mortalité assez lourde qui avoisine les 30%, mais aussi il est responsable d'un handicap social, une séparation des familles. L'AVC va entraîner une séparation des familles dans à peu près 5% selon nos études, donc c'est-à-dire provoquant des divorces, mais aussi un handicap professionnel avec un licenciement de ces patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux, donc un licenciement non justifié, abusif. Afin de limiter ces conséquences fonctionnelles, donc, il est important de parler de la rééducation qui, malheureusement, est méconnue en Afrique subsaharienne par plusieurs acteurs et dont même des acteurs de la santé. Et ce qui fait que ce domaine subit plusieurs dérives quotidiennes. Pourquoi parler de la rééducation après un accident vasculaire cérébral? Pour 4 raisons essentiellement que nous allons voir, mais avant ça, il me semble intéressant de parler un peu de l'anatomie du système nerveux central, en particulier de l'encéphale qui est composé du cerveau et du cervelet, mais aussi du tronc cérébral. Et pour ce qui est du cerveau en périphérie, on a le cortex cérébral, vers l'avant le lobe frontal, qui gère les fonctions du comportement, mais aussi l'humeur, le jugement et le raisonnement. Et ensuite, un peu en arrière, on a le cortex pariétal où sont logés la reconnaissance des objets, mais aussi des visages, l'expression, mais aussi la planification du mouvement. Et au niveau du lobe temporal sont logées donc les fonctions de mémoire et d'audition. Et un peu plus en arrière, au niveau du lobe occipital, toujours en périphérie, donc on a la vision. Le cervelet assure la coordination et au niveau du tronc cérébral sont logées les fonctions végétatives, en particulier la respiration, mais aussi les fonctions cardiaques et la coordination aussi au niveau sphinctérin. Et un peu en profondeur au niveau du cerveau, on retrouve les grandes voies de passage, en particulier les voies motrices, le faisceau pyramidal pour ce qui est de la motricité volontaire. On en retrouve aussi en profondeur le faisceau extrapyramidal et les voies cérébrales. On retrouve aussi en profondeur les voies de la sensibilité, que ce soit la sensibilité superficielle ou bien profonde. Cet encéphale est vascularisé par un cercle artériel fermé, que l'on appelle le polygone de Willis, avec une circulation collatérale assez développée, ce qui explique la récupération assez rapide de certaines formes d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Alors, je disais qu'il y a 4 raisons essentielles de parler de la rééducation, qui justifient la rééducation dans les accidents vasculaires cérébraux. La première raison, c'est la plasticité cérébrale. Le cerveau est capable de modifier son fonctionnement afin de récupérer les fonctions perdues après une lésion. Ça, c'est le premier constat. Et c'est un constat qui est assez ancien, depuis Ivan Pavlov en 1903,
qui a pu constater qu'on pouvait modifier le comportement d'un animal, en particulier le chien, tout simplement en le conditionnant. Et ce conditionnement, ce chien, durant l'expérience, avait abouti à une sécrétion salivaire qui était finalement déclenchée par un bruit, les portes de l'endroit qui s'ouvraient, et ainsi que les pas de l'infirmière qui lui amenait le repas ont fini par déclencher ce réflexe conditionné chez un animal qui, au préalable, a été nourri à des heures fixes associées à d'autres stimuli sonores. Donc, ceci témoignait déjà une modification du fonctionnement du cerveau en fonction des situations. Paul Broca, qui a pu identifier le centre expressif du langage au niveau frontal, et on sait qu'après aphasie, durant les 6 premiers mois, il y a une récupération spontanée, donc des troubles du langage. Ceci témoigne aussi d'une modification du fonctionnement cérébral en vue de récupérer les fonctions qui ont été endommagées par cette lésion qui siégeait au niveau des pieds de la 3e circonvolution frontale. À l'IRM fonctionnel, cet IRM fonctionnel permet aussi de mettre en évidence cette plasticité cérébrale. Comme nous pouvons voir sur la coupe à ma gauche, après une lésion temporale, des exercices de mémorisation vont s'accompagner à l'IRM fonctionnel d'une activation des zones temporales contralatérales. Après aphasie aussi, le même phénomène se reproduit. Après un exercice d'expression, l'IRM fonctionnel permet de retrouver une hyperactivation à distance des zones classiquement reconnues comme intervenant dans le langage. Cette plasticité cérébrale passe par 4 mécanismes essentiellement. Le premier mécanisme est la formation de nouvelles synapses. Puis il y aura une activation de ces nouvelles synapses. Ces deux étapes constituent la réorganisation sur le plan anatomique. Donc, dans la réorganisation sur le plan anatomique, se caractérise par une formation de nouvelles synapses, mais aussi une activation de ces synapses. Et ensuite, la deuxième phase qui constitue la réorganisation fonctionnelle comprend l'inactivation de ces réseaux neuronaux qui ont été lésés auparavant. Ces réseaux donc seront désactivés et ensuite il y aura une activation des propriétés synaptiques mais aussi neuronales des nouvelles jonctions. Donc en résumé, les mécanismes peuvent être classés en 2 groupes, la réorganisation anatomique et la réorganisation fonctionnelle. Et dans la réorganisation anatomique, c'est la constitution de nouvelles synapses. Et dans la réorganisation fonctionnelle, il y aura une activation neuronale et synaptique de ces neurones, de ces synapses du moins. Sur le plan neurobiologique, la plasticité cérébrale nécessite la libération de neuromédiateurs appelés facteurs neurotrophiques tels que le brain derivative neurotrophic factor, le nerve growth factor, mais aussi la neurotrophine 3 qui vont faciliter les modifications neuronales en vue d'une récupération des fonctions perdues. Le deuxième constat assez important, c'est que cette plasticité cérébrale est modifiable par l'entraînement. Et ça aussi, ce phénomène date de très longtemps maintenant, depuis 1996, et a été découvert par Nidou, qui s'était rendu compte que la défrantation d'un membre chez un singe entraînait une sous-utilisation du membre. Et donc, le singe utilisait préférentiellement le membre sain après défrantation. Mais quand on immobilisait ce membre sain, le singe commençait à utiliser le membre qui a été initialement défranté. Et après plusieurs exercices, si on enlève la contrainte du membre sain, le singe continue à utiliser le membre qui a été défranté. Et donc, cette expérience prouvait déjà que par l'entraînement, on pouvait influencer la plasticité cérébrale, on pouvait favoriser la plasticité cérébrale, la récupération neurologique. Il existe des médicaments qui interfèrent avec cette plasticité cérébrale atonique. Il s'agit essentiellement des médicaments dépresseurs du système nerveux central, le baclofène, mais aussi les benzodiazépines et les autres antiépileptiques. Et donc, ce sont des médicaments utilisés en cas d'accident vasculaire cérébral, uniquement si nécessaire.
Mais durant cette plasticité, tout n'est pas bénéfique. Donc, on sait que la récupération neurologique va s'accompagner d'un certain nombre d'événements, en particulier la spasticité, les dysonies, les crises d'épilepsie, mais aussi des rétractions musculo-tendineuses qui peuvent gêner le mouvement. C'est ce qu'on appelle les phénomènes négatifs. Donc, cette spasticité n'est pas toujours bénéfique pour s'accompagner de phénomènes non bénéfiques tels que la spasticité, les dysonies, les crises d'épilepsie, mais aussi le raccourcissement de certains muscles. L'accident vasculaire cérébral, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants que la fonction principale du système nerveux est d'assurer une interaction avec l'environnement, d'interférer avec l'environnement. C'est ça la fonction essentielle du système nerveux central. Et les lésions vasculaires au niveau encéphalique vont entraîner une perte de cette interaction avec l'environnement. Et sur le plan moteur, si la fonction motrice est perturbée, il y a un risque élevé d'immobilité avec survenue possible de complications de décubitus, en particulier les complications cutanées, les escarres, les complications vasculaires, surtout aux membres inférieurs, à type de thrombose veineuse des membres inférieurs, des complications respiratoires, mais aussi des complications orthopédiques telles que les rétractions, les déformations, mais aussi les attitudes vicieuses. Donc, une perturbation de la fonction principale du système nerveux central qui va aboutir à une perte d'interaction avec l'environnement et un risque de survenue de complications de décubitus. Donc, la deuxième raison pour laquelle la rééducation après accident vasculaire cérébral est importante. Et enfin, la troisième raison, c'est que ceci va conduire à une dépendance environnementale. Le sujet victime d'accident vasculaire cérébral est très sensible à son environnement. On peut augmenter sa dépendance rien qu'en modifiant l'environnement, comme on peut améliorer l'autonomie en adaptant l'environnement à son handicap. Donc, c'est un sujet qui est très sensible à l'environnement qui peut soit aggraver sa dépendance ou bien améliorer l'autonomie. Ce qui explique que dans la prise en charge globale, on le verra surtout en ergothérapie, donc les adaptations environnementales peuvent parfois être nécessaires. Un exemple très simple, si un patient victime d'AVC habite au 6e étage d'un immeuble sans ascenseur, vous imaginez toute la peine pour regagner son appartement. Et donc, dans les solutions, ce patient, on pourrait lui proposer soit de déménager ou bien de descendre au rez-de-chaussée pour dire que l'environnement peut augmenter le handicap de ces patients victimes d'AVC ou bien améliorer leur autonomie. Sur le plan clinique, un accident vasculaire cérébral va entraîner un certain nombre de signes que l'on appelle déficience. Mais le bilan d'un AVC va commencer toujours par un interrogatoire afin de préciser le terrain déjà, l'âge du patient. C'est vrai qu'en Europe, les patients victimes d'AVC sont beaucoup plus âgés, contrairement à ce que nous observons ici en Afrique subsaharienne, en particulier au Sénégal, où les patients sont relativement jeunes. La latéralité devra être précisée puisque l'importance du handicap peut être variable en fonction donc du côté élevé, en fonction de la latéralité du patient. La profession et le statut matrimonial afin d'anticiper, d'appréhender le retentissement fonctionnel sur ces tâches, à la fois professionnelles mais aussi sociales. Les facteurs de risque cardiovasculaire devront être précisés, à savoir l'HTA, le diabète, mais aussi l'obésité, et l'environnement familial et professionnel devra être aussi répertorié. Donc, il faudra préciser les particularités de cet environnement familial et professionnel afin donc de limiter ses conséquences. Le bilan général, il faudra rechercher un syndrome métabolique, en particulier une hypertension artérielle, une obésité qui sera objectivée par l'indice de masse corporelle. Le bilan permet de recenser les déficiences qui sont motrices, en particulier le déficit moteur qui peut représenter jusqu'à 94% des déficiences après accident vasculaire cérébral. Il faut noter que ce déficit moteur a certaines caractéristiques qu'il faut préciser. Donc, aux membres supérieurs, le déficit prédomine sur les extenseurs, réalisant en distale la main creuse de Garcin. Donc, quand on demande au patient de tendre les bras, donc on voit que c'est les mains, les extrémités distales des membres supérieurs, donc se creusent, réalisant la main creuse de Garcin. Et au niveau des membres inférieurs, le déficit moteur prédomine sur
les fléchisseurs. Ce déficit est mis en évidence par des manœuvres globales, Barré-Mingazini, au niveau facial, par la manœuvre de Pierre-Marie chez les patients qui sont inconscients, mais ces manœuvres globales sont rarement utilisées en médecine physique et de réadaptation. C'est plus l'étude de la force segmentaire qui est utilisée donc, et qui permet de coter ce déficit moteur sur une échelle de 0 à 5. Au terme de ce bilan moteur, on peut classer déjà, en fonction de la distribution du déficit moteur, des hémiplégies. Donc l'hémiplégie est dite capsulaire quand elle est totale et proportionnelle, et corticale quand elle est non proportionnelle. L'atteinte du tronc cérébral en particulier, une mésencéphale va donner le syndrome de Weber avec une hémiplégie du côté controlatéral à la légion associée à une paralysie directe de la troisième paire des nerfs crâniens, donc responsable d'une paralysie oculomotrice. Le fovule protubranchiel associe une hémiplégie du côté controlatéral à la légion à une paralysie du 6 du côté homolatéral à la légion. Et dans le milieu bleu, le déficit intéresse les membres du côté controlatéral à la légion associé à une paralysie faciale périphérique du côté homolatéral donc à la légion. Donc, les caractéristiques du déficit moteur permettent déjà d'avoir une idée sur la topographie légionnaire. Les syncinésies, qui sont des co-contractions, qui sont dites globales, quand elles sont retrouvées au niveau de l'hémicorps controlatéral, c'est-à-dire quand on initie le mouvement du côté déficitaire, on a des contractions involontaires du côté controlatéral. Et elles sont dites de coordination quand elles surviennent sur le côté homolatéral, sur le côté déficitaire, c'est-à-dire au mouvement de la main, par exemple, va déclencher des contractions réflexes, des contractions à distance. Syncinésie de coordination. Les troubles du tonus dans l'accident vasculaire cérébral sont variables en fonction de la durée d'évolution. À la phase aiguë, c'est généralement une hypotonie qu'on a, et à la phase de récupération, c'est-à-dire à distance de l'événement, on a une hypertonie qui est élastique, dit en lame de canif, associée à des spasmes dont il faut déterminer le nombre, puisque au-delà de 10 spasmes dans la journée, donc l'hypertonie est dite sévère. Rechercher un clonus de la rotule, la trépidation épileptique du pied, et évaluer cette hypertonie par l'Ashworth modifié ou bien l'échelle d'Ashworth. Les déficiences réflexes, c'est comme les déficiences, les troubles du tonus, donc sont fonction de la phase d'évolution. À la phase aiguë, les réflexes osseo-tendineux sont diminués, parfois abolis. Les kétano, et à ce stade, à la phase aiguë, on retrouve rarement un Babinski ou un Hoffmann. Donc, les signes de Babinski et les signes de Hoffmann apparaissent à la deuxième phase, la phase de récupération ou bien à distance de l'événement. Donc, ainsi, on distingue deux phases en fonction des signes moteurs associés au déficit moteur. La phase aiguë, où on a une hypotonie, une abolition des réflexes osseo-tendineux. Un réflexe cutanéo-plantaire qui est indifférent et généralement on ne retrouve pas de Hoffmann à cette phase. Et à la phase de récupération, c'est-à-dire au-delà de 30 jours, caractérisée par une amélioration de la force musculaire, c'est-à-dire comment on voit déjà l'amélioration, soit des fonctions motrices, des capacités fonctionnelles du patient, ou bien une amélioration de la force musculaire. Et à ce stade, généralement, il y a une hypertonie élastique associée au déficit moteur. Les autres déficiences associées à celles motrices dépendent de la localisation des lésions. Si les lésions vasculaires siègent au niveau frontal, au décours d'un hématome frontal ou bien d'un accident vasculaire cérébral ischémique dans le territoire de la cérébrale antérieure, en plus du déficit moteur qui va prédominer au niveau oculaire, on aura des troubles du comportement, parfois du jugement et du raisonnement, c'est-à-dire un syndrome frontal. Et l'ensemble de ces déficiences peuvent être évaluées par la batterie rapide d'exploration frontale, abrégé bref. Dans les lésions de la sylvienne superficielle, on retrouve le plus souvent des troubles du langage avec l'aphasie de
Wernicke, qui est une aphasie à langage fluide où les patients font beaucoup parler, associés à des troubles de la compréhension, des troubles musiques de la reconnaissance, mais aussi de la planification, à savoir les troubles praxiques. Une hémianopsie est possible dans les lésions aussi de la sylvienne superficielle. Et dans l'atteinte de la cérébrale postérieure, le tableau clinique est constitué essentiellement de troubles visuels, soit une cécité ou bien une diminution de l'acuité visuelle, parfois une quadranopsie. Et dans les lésions en profondeur, soit les ischémies de la sylvienne profonde ou bien les hématomes au niveau capsulaire, lenticulaire ou bien les lacunes, au niveau capsulaire, les troubles moteurs dominent le tableau. Il s'agit essentiellement d'une hémiplégie qui peut être associée à des troubles du langage s'il y a une atteinte de l'hémisphère majeur. Et les lésions de l'hémisphère mineur, puisque le tableau clinique aussi dépendra, sera fonction de la topographie de la lésion en considérant l'hémisphère majeur dont la symptomatologie est différente, donc est différente de celle de l'atteinte de l'hémisphère mineur. Et donc, dans les atteintes de l'hémisphère mineur, le tableau clinique associe une héminégligence, une indistinction droite-gauche. Le patient est incapable donc de faire la différence entre le côté gauche et le côté droit. Et le patient ne reconnaît pas la maladie, ce qu'on appelle une anosognosie. Au décours d'une thèse, ce tableau résume les déficiences non motrices associées retrouvées chez les patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Et dans cette thèse, les douleurs de l'épaule étaient largement prédominantes, suivies des troubles arthrokinétiques et de l'héminégligence. On peut retrouver d'autres déficiences dans les accidents vasculaires cérébraux, qui sont en rapport avec les complications cutanées telles que les escarres au niveau des zones d'appui. Les complications respiratoires, à type de bronchopneumopathie, souvent liées à des troubles de la déglutition ou bien une alimentation, donc un positionnement inadapté durant l'alimentation, des complications locomotrices aux membres inférieurs. Il s'agit généralement de la rotation externe de hanche, retrouvée à la phase de début. L'équin, le pied varus retrouvé à distance, c'est-à-dire à la phase de récupération avec la survenue de la spasticité. Et au niveau de l'épaule, les complications orthopédiques fréquemment retrouvées sont la subluxation de l'épaule et le syndrome douloureux régional complexe. Les complications cardiovasculaires sont dominées par les thromboses veineuses des membres inférieurs, mais aussi on retrouve chez ces patients, surtout chez les plus jeunes, des complications psychologiques dominées par la dépression, puisque souvent, l'accident vasculaire cérébral est vécu par ces patients comme un changement brusque du projet de vie. Ce n'est pas facile de supporter un projet de vie bien élaboré qui change du jour au lendemain, rien qu'à cause de l'accident vasculaire cérébral. Ce qui fait que donc, cette pathologie se complique fréquemment, surtout chez les sujets jeunes de dépression qu'il faut dépister et prendre en charge parce que ça peut influencer le pronostic fonctionnel chez ces patients. L'ensemble de ces déficiences auront comme conséquence une limitation d'activité et sur le plan global, quand on considère donc, la limitation d'activité évaluée par l'échelle de Bartel chez ces patients, on se rend compte que la dépendance post-AVC est beaucoup plus fréquente et beaucoup plus fréquente chez les patients âgés entre 75 et 14 ans. C'est une dépendance qui va augmenter avec l'âge, puisque entre 15 et 34 ans, nous n'avions pas retrouvé dans notre étude de patients dépendants. Mais à partir de 35 ans, cette dépendance va augmenter progressivement en fonction de l'âge pour atteindre 50% chez les patients âgés entre 75 et 94 ans. Donc, l'index de Bartel évalue l'autonomie dans l'habillage, les transferts, les déplacements, mais aussi le contrôle sphinctérien chez ces patients. Au niveau du membre inférieur, les déficiences vont entraîner des troubles de la marche, dans le classique fauchage qui représentait 66% chez nos patients.
Et un recurvatum du genou aussi était retrouvé chez ces patients, chez 12% des patients. Et après accident vasculaire cérébral, nous avions retrouvé que la vitesse de marche était inférieure à 0,5 m par seconde chez 67% des patients. Et sur le plan quantitatif, quand on évalue ces troubles de la marche par le Functional Ambulation Classification modifié, on se rend compte que les difficultés des patients victimes d'accident vasculaire cérébral portent beaucoup plus sur l'utilisation de l'affranchissement des escaliers qui correspondent aux classes 4, 26%, classe 5, 28%, mais aussi à la classe 6, 41%. Et donc, les patients victimes d'AVC ont beaucoup plus de difficultés à franchir les escaliers. Au niveau du membre supérieur, sur une thèse qui a été menée au service, donc nous avions utilisé ce matériel assez simple pour évaluer donc les capacités fonctionnelles aux membres supérieurs chez ces patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Donc, pour ce qui est des préhensions globales et fines, un stylo, une balle à tennis, mais aussi une pièce de monnaie permet donc d'évaluer les différentes préhensions chez ces patients. Oui, professeur, veuillez réactiver votre micro, s'il vous plaît. Donc, un petit souci technique que nous essayons de régler. Professeur, veuillez réactiver votre micro. Professeur Ngor, vous m'entendez? Réactivez votre micro, s'il vous plaît. Donc, excusez-moi, un problème technique, l'ordinateur... J'ai été déconnecté de la plateforme. Donc, je disais, pour évaluer ces préhensions, les conséquences fonctionnelles aux membres supérieurs des accidents vasculaires cérébraux. Donc, il y a un matériel assez simple, la balle de tennis pour évaluer les préhensions globales, la pièce de monnaie et le stylo pour évaluer les préhensions fines. Et nous avions utilisé aussi un matériel pour évaluer... Professeur, réactivez la caméra, s'il vous plaît. La caméra aussi. Et toujours dans cette thèse, nous avions utilisé le Franke-Ham test, donc avec la pince à linge, une réglette, et donc le patient devrait stabiliser la règle avec la main paralysée et effectuer un trait. Se peigner les cheveux et saisir un cube de 12 mm de diamètre. Pour ce qui est de la dextérité manuelle, nous l'avions évalué grâce à cet instrument à ma gauche et en bas, muni d'une branche sur laquelle le patient devrait taper le plus rapidement possible. Et donc cette branche est reliée à un compteur qui permet donc de compter le nombre de battements par minute. Et en bas et à droite, un équivalent du 9-hole peg test avec des tiges beaucoup plus petites que ce qui est utilisé d'habitude. Et le principe consistait à demander au patient de mettre l'ensemble des tiges sur les trous et de les enlever le plus rapidement possible. Donc, et on prenait le temps mis pour réaliser ces différentes tâches. Nous avons obtenu les résultats suivants. Donc, globalement, les patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux arrivaient à saisir l'ensemble des objets, donc les préhensions globales, les préhensions fines, bidigitales, étaient possibles dans plus de 50% des cas. Les gestes main-bouche, main-ceinture étaient possibles et
Les plus difficiles étaient les gestes main-tête. Les gestes main-tête, main-nuque plutôt. Pour ce qui est d'évaluation de la coordination avec le finger tapping test, donc, seuls 20% des patients arrivaient à réaliser ce test. Et donc, c'est pour dire que les patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux ont beaucoup plus de difficultés concernant la dextérité manuelle que les préhensions globales et fines. Et au 9-hole test, seuls 25% des patients pouvaient réaliser le test au complet. Donc, en résumé, les capacités fonctionnelles du membre supérieur chez les patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux sont difficiles, concernent pour toutes les tâches nécessitant une précision, une dextérité manuelle assez élevée, mais aussi une coordination parfaite. Afin de combattre l'ensemble de ces déficiences et les limites et leurs conséquences sur le plan fonctionnel, les techniques de rééducation doivent être démarrées assez précocement. Et au fil des années, on a noté une évolution constante de ces techniques de rééducation. Initialement, la rééducation était axée sur le travail des grandes fonctions telles que la posture, la motion. Avec l'introduction de la robotique, la rééducation, les techniques sont axées plus sur le geste et en intensité. Il suffit de travailler en geste précis et de façon durable. Le choix de ces techniques dépendra de la clinique, mais doit toujours être orienté vers les activités propres du sujet. Il faut avoir en partant de la profession des patients, il faut identifier les tâches professionnelles, les tâches qui sont nécessaires pour l'individu, les tâches nécessaires aux activités quotidiennes de l'individu. Et donc, ces tâches, une fois identifiées, en ce moment, on pourra choisir la technique de rééducation. Donc, en résumé, le choix de ces techniques de rééducation et des tâches dépendra des occupations du patient, que ce soit les activités de loisirs, les professions, les activités professionnelles, mais aussi les activités domestiques. En rééducation, il existe globalement 3 principes pour les accidents vasculaires cérébraux. C'est d'abord la précocité. Et certains auteurs considèrent que, en commençant la rééducation avant la 72e heure, on n'est pas beaucoup plus efficace si cette rééducation était démarrée au-delà de 72e heure. Et le risque de complication est beaucoup plus important et beaucoup plus élevé avant les 72e heures. Donc, c'est pour dire que la rééducation, quand on parle de précocité, le démarrage de la rééducation, il y a commencer au-delà de 72 heures est beaucoup plus rassurant, comporte en tout cas un moindre de complications que quand on commence la rééducation avant la 72e heure. La multidisciplinarité, il faut que l'ensemble des acteurs de la rééducation puissent intervenir, que ce soit les acteurs de la santé, mais aussi les membres de la famille, surtout dans nos conditions de travail en Afrique subsaharienne, où l'aidant principal est souvent un membre de la famille. Et donc, il faut les associer à la prise en charge globale, parce que nous le verrons. Les séances réalisées en hospitalisation dans la plupart de nos centres de rééducation, en tout cas au Sénégal où nous n'avons pas encore démarré l'hospitalisation, les patients se retrouvent avec 2 à 3 séances par semaine. Et donc, cela ne suffit pas à la phase de récupération où les séances devraient être biquotidiennes. Et donc, il faut que la famille intervienne et puisse réaliser les exercices aussi une fois à la maison, ce qu'on appelle les exercices d'auto-rééducation. Donc, bref, il faut intégrer les membres de la famille, en particulier l'aidant principal, à la prise en charge globale. Et ensuite, il faut préparer ces patients aux difficultés de la vie, puisque dans 80 à 90% des cas, il peut subsister des séquelles, mais il faut expliquer aux patients que ces séquelles, malgré ces séquelles, la vie continue et donc ce n'est pas le moment du tout de baisser les bras.
Les moyens médicamenteux peuvent être regroupés en rééducation en des moyens symptomatiques et des moyens spécifiques. Des moyens spécifiques, il s'agit globalement des antidiabétiques, des antihypertenseurs, mais aussi des anticoagulants et les thrombotiques. Et les moyens symptomatiques, les antalgiques, les antiodématiques et les antiépileptiques. Mais il est utilisé dans la littérature aussi d'autres médicaments dont l'objectif est d'améliorer le pronostic fonctionnel chez ces patients. Il s'agit de la D-amphétamine qui a été utilisée depuis les années 1988 plus précisément, qui est un neurostimulateur cérébral qui va favoriser la libération de la dopamine mais aussi de la sérotonine. Et les auteurs, en particulier Chrysostomo en 88, avaient conclu que l'utilisation de D-amphétamine de façon précoce entre le 3e et le 7e jour permettrait d'améliorer le pronostic fonctionnel, en particulier le pronostic moteur chez ces patients. Et donc, ce pronostic fonctionnel a été évalué dans cette étude par le score de Fugel-Mayer. Mais c'est par la suite que des études randomisées ont trouvé des résultats contradictoires, disant que donc l'utilisation de la D-amphétamine n'avait pas de différence avec un placebo sur le plan fonctionnel. La fluoxétine, qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, qui va favoriser la libération de la sérotonine, avec une action neuroprotectrice, mais aussi anti-inflammatoire. Et dans l'étude FLAM, qui a été réalisée en 2011, qui est une étude randomisée, où 20 mg par jour de fluoxétine a été utilisé chez des patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Et la fluoxétine a été introduite entre le 5e et le 10e jour pour une durée de 3 mois de traitement. Mais la fluoxétine a été associée à de la rééducation, ce qui a permis donc d'obtenir une amélioration de la fonction motrice. Donc les auteurs avaient conclu à une amélioration de la fonction motrice sous fluoxétine associée à de la rééducation. La troisième molécule, la levodopa, à la posologie de 100 mg par jour, associée à une rééducation, des études randomisées comparées à un placebo ont permis de trouver un effet bénéfique. Plus précisément sur la fonction motrice, la vitesse de ces patients, mais aussi la dextérité manuelle, c'est-à-dire la capacité d'utilisation de façon précise des membres supérieurs dans les gestes de la vie quotidienne. Des résultats contradictoires ont été aussi retrouvés par la suite, ce qui fait de la levodopamine un domaine de recherche actuellement, puisque le débat n'est pas encore tranché concernant la levodopa. Est-ce que la levodopa à la posologie de 100 mg par jour améliore le pronostic fonctionnel chez les patients s'il est introduit précocement? Nous ne pouvons pas du tout préconiser donc cette thérapeutique dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. Donc bref, c'est un domaine de recherche qu'il faudra éclaircir par la suite. D'autres médicaments ont été utilisés. Il s'agit de la cytocoline, mais aussi de la niacine, avec toujours des résultats contradictoires. Les moyens chirurgicaux peuvent être classés en moyens spécifiques. Il s'agit de la dérivation articulaire en cas d'hématome siégeant au niveau de la fosse cérébrale postérieure avec un effet compressif sur le ventricule. Donc le chirurgien peut intervenir et vider donc cet hématome. La craniectomie en cas d'œdème malin, mais aussi la thrombectomie chirurgicale qui consiste à enlever le caillot au niveau des artères. L'endartérectomie, c'est les patients qui vont présenter une athérosclérose avec une réduction de la lumière de plus de 6%, donc seront proposés aux chirurgiens cardiovasculaires pour enlever la plaque d'athérome. Et les moyens non spécifiques sont représentés essentiellement par les allongements tendineux, en particulier du tendon d'Achille, chez les patients qui vont présenter une spasticité, une rétraction musculo-tendineuse par défaut de rééducation, par défaut de prise en charge adaptée. L'éducation thérapeutique devrait occuper une place assez importante dans la rééducation des patients victimes d'AVC au niveau de nos pays sous-développés, parce que nous avons une population qui est majoritairement non instruite, pour ne pas dire analphabète, qui se fait une idée des maladies et,
au cours d'une séance, soit en consultation ou bien une séance dédiée uniquement à ça, on devrait pouvoir convoquer ces patients pour leur expliquer leur maladie, qu'est-ce qui est à l'origine de cette maladie et quelles sont les attitudes à prendre pour améliorer un peu l'autonomie chez ces patients. Donc, la prise régulière d'antihypertenseurs, puisque certains de nos malades diront que donc ils étaient hypertendus, mais ils sont guéris de leur hypertension. Donc, il faut qu'on puisse les faire comprendre que quand on est hypertendu, on l'est à vie. L'utilisation régulière aussi, la prise régulière des antidiabétiques. Il faudra demander aux patients de manger moins gras, moins salé et moins sucré, surtout que le contrôle de la qualité alimentaire dans le pays, à mon avis, ne se fait pas correctement. J'ai appris aujourd'hui que dans le cube de magie, il y a déjà 5 grammes, c'est-à-dire les besoins journaliers d'un individu. Donc, tout ce dont on a besoin en sel durant la journée est retrouvé sur un cube de jumbo. Donc, pour dire qu'il faut inciter cette population à manger moins gras, moins salé, mais aussi moins sucré, et surtout à pratiquer une activité sportive. Chez les patients qui sont sous anticoagulants, à minimiser le risque de saignement et surtout préconiser des exercices d'auto-rééducation. Puisque ce que j'ai constaté dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux ici, donc au Sénégal, c'est que les transports pour se rendre à l'hôpital sont plus chers que les soins. Et donc, difficilement les patients arrivent à maintenir 3 mois de rééducation de façon continue. Et dans ces conditions, il faut introduire progressivement des exercices d'auto-rééducation, montrer aux patients des exercices assez simples qu'ils peuvent faire à la maison. Le nursing, donc à ne pas sous-estimer, parce que s'il fait défaut, cela aboutit à des complications qui vont prolonger la durée d'hospitalisation des patients. Le toilettage, mais aussi l'habillage. Une alimentation hyperprotéique, surtout chez les patients qui sont alités, et surtout le drainage urinaire. J'ai l'habitude de dire aux DS de neurologie que l'alitement n'est pas une indication au sondage urinaire. Parce que le patient ne peut pas se déplacer, qu'on doit le sonder. Non. Parce qu'il y a beaucoup d'autres astuces qui permettent donc de drainer les urines sans pour autant que cela nécessite la mise en place d'une sonde à demeurer. Les étupéniens pour les hommes, il existe des urinoirs pour dames maintenant. Les garnitures, donc autant de moyens qui permettent d'éviter l'utilisation de la sonde à demeure chez ces patients. Et on sait que la sonde à demeure est source de complications, d'infections urinaires qui vont augmenter aussi, allonger la durée d'hospitalisation chez ces patients. Si on doit surveiller la durée chez ces patients, on peut préconiser une sonde à demeure, mais en hospitalisation, après accident vasculaire cérébral, normalement cette sonde à demeure ne devrait pas dépasser 2 semaines. Donc 2 semaines de sondage à demeure et après il faut passer à autre chose, en particulier le sondage intermittent. Changement de position toutes les 3 à 4 heures chez ces patients pour éviter les escarres et surtout placer ces articulations en position de fonction. Et la position de fonction au niveau du membre inférieur, c'est la hanche en rectitude du genou en extension. Et la cheville, surtout la cheville, qu'il faut placer chez ces patients victimes d'AVC à 90 degrés, puisque c'est la position fonctionnelle Et puis chez les patients à haut risque de développer des escarres, en particulier les patients obèses avec donc on dit qui est tout le temps humide, des fuites urinaires, il faudra proposer chez ces patients des matelas anti-escarres. La kinésithérapie comporte d'abord des techniques de prévention des complications neuro-orthopédiques, c'est les déformations. Les premières techniques sont destinées, surtout à la phase aiguë, à prévenir les complications neuro-orthopédiques. Il s'agit de techniques de mobilisation articulaire. Il faut mobiliser régulièrement, sans provoquer de douleur, les articulations du côté déficitaire. Et dans cette mobilisation, il faut faire attention à l'épaule, qui est souvent le siège de complications orthopédiques, de douleurs. Et donc, si la mobilisation est inadaptée, au niveau de l'épaule, on peut provoquer donc des douleurs et puis un syndrome douloureux régional complexe. Dans cette mobilisation, il faut faire attention à l'épaule. Le positionnement du membre supérieur. Donc, en position assise, il faut toujours utiliser un support pour supprimer l'effet de la pesanteur, puisque déjà, sur un deltoïde faible, les muscles captateurs
de l'épaule qui sont déjà déficitaires, la traction, l'effet de la pesanteur, donc va favoriser la survenue d'une subluxation, qu'on peut éviter en plaçant un support pour supprimer cet effet de la pesanteur. Et en position couchée, l'épaule sera en légère abduction, le coude en extension, l'avant-bras en position neutre et les coudes demi-fléchis. Donc la position couchée, il faudra placer l'épaule comme sur ce schéma qui est au-dessus. L'épaule est en légère abduction. Et la main doit être légèrement surélevée pour favoriser le retour veineux et éviter l'œdème de stase. Et au niveau des membres inférieurs, les chevilles doivent être à 90 degrés pour éviter l'équin qui est assez fréquent, donc si ce positionnement n'est pas bien réalisé et si la rééducation est tardive. Et en position assise, donc on met une canne, comme cette dame qui est sur le fauteuil roulant. Donc il y a ce support du membre supérieur qui permet donc d'éviter, de supprimer l'effet de la et assurer une bonne coaptation de l'épaule. La verticalisation, qui est un bon moyen aussi de prévention des complications neuro-orthopédiques aux membres inférieurs, parce que place les articulations déjà en position de fonction, permet d'éviter les déformations articulaires. Elle améliore le transit intestinal et stimule l'activité vésicale. Quand les patients sont tout le temps alités, l'activité vésicale est diminuée. Alors que quand on les verticalise, on les mobilise, on stimule l'activité vésicale, on stimule le péristaltisme intestinal pour éviter la constipation qui est assez fréquente chez ces patients. Donc les effets de la verticalisation sont d'abord moteur afin d'éviter les déformations au niveau du membre inférieur, mais permettra en même temps de stimuler le transit intestinal et l'activité de la vessie, c'est-à-dire stimulation du système végétatif. Les techniques de facilitation, à côté de ces techniques de prévention des complications neuro-orthopédiques, on a des techniques de facilitation neuromusculaire qui ont pour objectif d'améliorer ou d'accompagner la plasticité cérébrale. Ces techniques sont généralement utilisées à la phase de récupération neurologique où les patients sont normalement hospitalisés afin de bénéficier des séances biquotidiennes. Mais aussi, lors des paralysies incomplètes, en cas d'hémiparésie, on peut utiliser ces techniques de facilitation neuromusculaire de façon beaucoup plus précoce avant même la phase de récupération neurologique. Ces techniques comportent celle de Bobat. Donc, Bobat part du principe que pour améliorer la fonction motrice, il faut un bon équilibre. Donc, tant que l'équilibre n'est pas satisfaisant, tant que l'équilibre n'est pas normal, on ne peut pas prétendre à une bonne fonction motrice. Et donc, le principe du Bobat repose sur l'amélioration de l'équilibre des patients en suivant la logique du développement psychomoteur. On commence par le niveau inférieur et puis on progresse vers les niveaux supérieurs en respectant la logique donc, du développement psychomoteur. Une fois l'équilibre amélioré, donc le mouvement sera naturellement amélioré parce que Bobat considère que posture et mouvement sont deux fonctions qui sont intimement liées. L'amélioration de l'une favorise celle de la deuxième fonction. La technique de Perfetti qui permet de travailler des tâches en 3 temps. Pour le premier temps, on explique au patient et on le démontre ce qu'il doit réaliser. C'est-à-dire, on identifie déjà la tâche, l'acte à réaliser, et puis on explique au patient, puis on réalise en même temps et le patient observe, regarde. Deuxième temps, le patient doit réaliser la tâche tout en étant guidé par le kinésithérapeute ou bien par le praticien. Et troisième temps de cette technique de Perfetti, le patient devra réaliser tout seul la tâche. Donc, Perfetti permet le travail d'une tâche ou d'une activité en 3 temps. Le premier temps, on démontre puis on explique. Le deuxième temps, c'est le patient qui réalise, mais l'examinateur ou bien le praticien l'explique en même temps. Et troisième temps, le patient devra réaliser seul la tâche. Et c'est une technique qu'on peut proposer aux patients, donc à réaliser à domicile sur les actes de la vie quotidienne tels que le retournement, les transferts, mais aussi la marche et les préhensions. La technique de Kabat
qui permet l'amélioration de la motricité des muscles qui sont très faibles à partir de muscles forts synergiques. On sait que les muscles agissent en synergie. Aux membres supérieurs, par exemple, les fléchisseurs et les adducteurs sont synergiques. Si on a un déficit moteur en distal sur les fléchisseurs qui est à 0, avec des fléchisseurs du cou flexion, réflexe des fléchisseurs des doigts. C'est ça le principe de Kabat. Donc, la motricité des muscles faibles est travaillée à partir devront inclure les extenseurs des membres supérieurs, parce qu'on a dit que le déficit prédomine sur les extenseurs aux membres supérieurs et les fléchisseurs aux membres inférieurs. Et donc, dans ces tâches qu'on va proposer aux patients, il faudra que ces muscles soient sollicités. Dans la technique de Brunstrom, qui est souvent réservée soit aux enfants ou bien des formes sévères, les patients qui ne sont pas du tout coopérants ou bien qui sont comateux, la motricité est travaillée à partir des réflexes archaïques. Un exemple, on peut provoquer une flexion réflexe au niveau des membres supérieurs en fléchissant le cou du patient, ce qu'on appelle le réflexe tonique du cou. Donc, la flexion du cou va entraîner une flexion réflexe des membres supérieurs. On contacte avec la paume de la main pour déclencher aussi une préhension réflexe permettant de travailler les fléchisseurs des doigts. Et c'est surtout chez les patients qui ont des tableaux sévères, qui ne sont pas conscients ou bien qui ne sont pas coopérants, ou chez les enfants. L'appareillage en post-AVC a essentiellement deux fonctions, soit la première étant de maintenir un membre ou un segment de membre dans une position donnée. Généralement, il s'agit d'une position fonctionnelle. Donc, on immobilise le membre dans une position fonctionnelle. Ça, c'est la première fonction que pour remplir les appareils. Et la deuxième fonction, c'est de suppléer un muscle qui est déficitaire. Et aux membres supérieurs, les orthèses, les appareils souvent utilisés sont l'écharpe d'épaule, mais aussi l'orthèse de la main qui permet de maintenir la main en position de fonction. La position de fonction de la main, c'est l'avant-bras en position neutre, le poignet en position neutre, le pouce en opposition et les autres doigts longs semi-fléchis. Et aux membres inférieurs, il s'agit de l'orthèse releveur du pied. Il s'agit d'une orthèse qui va un peu relever le pied pour faciliter le passage du pas chez les patients qui vont présenter un équin réductible. Et l'orthèse de stabilisation du genou chez les patients qui vont présenter à cause d'une faiblesse du quadriceps, une tendance au recurvatum du genou. Des aides de déplacement peuvent être utilisées en post-AVC. Il s'agit essentiellement des aides de marche telles que les cannes, mais aussi les cadres et les déambulateurs, les cadres de marche, mais aussi les cannes. Le fauteuil roulant est souvent d'utilisation assez transitoire et brève chez les patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux. À la phase aiguë, mais rapidement, donc ce fauteuil est retiré parce que le membre inférieur récupère, si le membre inférieur récupère assez rapidement, donc ce fauteuil est généralement retiré. Je rappelle qu'il s'agit d'un fauteuil manuel souvent à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral, en attendant que les déplacements soient retrouvés. Les techniques d'ergothérapie, l'ergothérapie comporte des techniques de travail des gestes et des préhensions, soit par des activités ludiques ou bien artisanales. Et ce tableau en bas a été réalisé par des ergothérapeutes stagiaires du service. Et donc, vous voyez les différents objets d'utilisation quotidienne à domicile. Donc, c'est l'ensemble de ces objets qui sont fixés sur cette planche et on demandera aux patients donc de les manipuler. Tourner la serrure, tourner donc le robinet, fermer le crochet, brancher, retirer un fil. Donc, ce tableau permet de travailler les gestes et les préhensions. Donc, les gestes et les préhensions. Le réentraînement aux activités quotidiennes, l'ergothérapeute aussi peut intervenir en donnant des conseils aux patients concernant l'habillage, les cuisines, mais aussi surtout l'alimentation. Et l'ergothérapeute peut aussi modifier les ustensiles
les ustensiles d'utilisation quotidienne. Par exemple, si un patient est hémiplégique, c'est qui donc la main ne récupère pas. On peut modifier la fourchette en y rajoutant donc une branche assez tranche ressemblant à un couteau, ce qui va aboutir à un seul objet qui va servir à piquer, mais aussi à couper, ce qu'on appelle fourchette couteau. Et bien sûr, les aides humaines chez les patients qui sont très dépendants. Dans nos conditions de travail, il s'agit des membres de la famille, mais il faut aussi proposer à ces patients victimes d'AVC d'adhérer à des associations. Et au Sénégal, il y a une association de soutien aux personnes aux personnes victimes d'accidents vasculaires cérébraux qui fait un très bon boulot concernant l'éducation thérapeutique chez ces patients. Et là, la deuxième image, il s'agit d'une séance d'éducation thérapeutique qui a été réalisée dans une école de la place. Donc, les associations d'AVC, de soutien aux personnes victimes d'AVC, peuvent aussi parfois jouer un rôle dans l'éducation thérapeutique, mais aussi soutenir les patients sur le plan psychologique et aussi financier. L'orthophonie comporte des techniques de travail de la mimique faciale chez les patients qui présenteront un déficit moteur au niveau facial, des exercices de déglutition, de répétition de mots, mais aussi de désignation d'objets pour ce qui est des aphasies, et d'exécution d'ordre oral et écrit. Donc, les techniques d'orthophonie ont pour objectif l'amélioration de la phonation, mais aussi l'amélioration de la déglutition. Je rappelle que les troubles de la déglutition sont assez fréquents aussi chez ces patients AVC. La psychothérapie, à cause des troubles psychologiques, en particulier la dépression, ces patients nécessitent un soutien psychologique. Parfois aussi, l'aidant peut nécessiter un soutien psychologique. Et puis, la deuxième technique, la deuxième chose dont il faut parler avec le patient victime d'AVC, c'est la préparation aux contraintes environnementales. Il faut dire aux patients que dans près de 80% des cas, l'AVC va laisser des séquelles. Et qu'il faut apprendre à vivre avec ces séquelles. La vie continue malgré ces séquelles. Et à l'image de ce jeune patient sur la photo est victime d'AVC avec, comme vous pouvez le voir, donc un déficit persistant au niveau du membre supérieur. Il est entrepreneur de profession et qui, malgré ces séquelles, continue tant bien que mal à mener sa vie d'avant. Donc, il continue à faire de grands projets, donc à proposer de grands projets, à gagner de grands projets auprès des gouvernements d'Afrique et arrive à garder aussi donc son activité de loisir favorite qui est la natation. Et donc chaque matin du lundi au vendredi, donc ça se passe à la plage de Ngor. Il va à la plage de Ngor avec son maître, avec son assistant, donc pour continuer ses activités de natation. Et je trouve que c'est un bon moyen d'intégration, sociale parce qu'ils ne sont pas seuls à la plage, c'est toute une équipe qui est derrière et qui les assiste. La rééducation neuropsychologique qui repose essentiellement sur deux principes. Le principe de bottom-up, c'est-à-dire c'est l'apprentissage. Donc, il y a une fonction supérieure qui a été endommagée, qui est perdue. Et donc, il faut essayer de récupérer cette fonction par l'entraînement. Donc, on réapprend à l'individu. Donc, on propose aux patients donc, des exercices qui permettent donc, de récupérer cette fonction perdue. Par exemple, en cas d'amnésie, on peut proposer aux patients des exercices de mémorisation de mots, d'objets ou bien de séquences de tâches. Mais les activités choisies, les gestes, la tâche choisie doit être orientée en fonction des activités quotidiennes, en fonction des préoccupations du patient, en fonction aussi orientée vers les tâches professionnelles, mais aussi vers les tâches professionnelles. Les patients aphasiques, on peut leur réapprendre à exprimer certains mots, à répéter des mots. Les patients qui présentent une agnosie, à reconnaître soit des visages, des objets ou bien des parties du corps et à les dénommer. Donc, bref, dans ce principe de bottom-up, on réapprend à l'individu. On réapprend à l'individu par des exercices comment retrouver les fonctions qui ont été perdues. Et dans le top-down, le deuxième principe, on essaie de contourner. Là, ce n'est plus l'apprentissage, mais on contourne
en utilisant souvent soit des objets électroniques ou bien des tableaux tels que les BLIS. Les BLIS sont des tableaux sur lesquels sont mentionnées les activités de la vie quotidienne et qu'on montre aux patients aphasiques pour qu'ils puissent, par approbation, dire donc l'activité qu'ils souhaiteraient réaliser. La réhabilitation de l'héminégligence par les prismes. Les prismes sont ces verres qui vont modifier l'environnement de 10 degrés vers le côté sain. C'est-à-dire quand on porte ces verres et qu'on vous demande de pointer une cible, ces verres dévient la cible de 10 degrés vers le côté droit, par exemple, si c'est un gaucher qui présente une héminégligence gauche. Et donc, le principe consiste à faire porter ces verres qui déforment l'environnement au patient et on lui demande de pointer une cible. Et le patient va finir par accommoder, puisqu'à chaque fois, les premières tentatives, à chaque fois que le patient essaie de se diriger directement sur la cible, quand il enlève les lunettes, il se rend compte donc qu'il a raté sa cible. Et finalement, il va accommoder en disant, pour atteindre cette cible, il faut viser un peu plus du côté gauche, donc du côté négligé, ce qui permet donc d'amener l'attention du patient progressivement vers le côté négligé. La rééducation prismatique. À côté de ces techniques classiques, il existe des techniques modernes qui ne cessent d'augmenter. Et ces techniques modernes comportent la thérapie virtuelle, qui consiste à travailler grâce à un environnement virtuel qui est interposé. L'environnement n'est pas réel. Donc, on a un appareil qui comporte l'unité informatique, mais aussi le support qui est truffé de capteurs. Et grâce à ce support, la poignée truffée de capteurs, on arrive à contrôler donc l'environnement. La tâche peut être une course ou bien faire la vaisselle comme la deuxième image que vous voyez. Et donc, grâce à ce poignet, on peut faire la vaisselle à travers cet environnement interposé. Donc, il s'agit d'une thérapie qui est occupationnelle parce que le patient fait la rééducation tout en s'amusant. Et donc, la durée généralement peut s'étendre sur plusieurs heures. Alors que là, la kinésithérapie classique, en sciences de kinésithérapie classique, généralement, les séances n'excèdent pas 1 heure. Mais avec ces nouvelles thérapies qui sont occupationnelles, facilement le patient peut passer 2 heures là-dessus. Donc, c'est motivant pour le patient. Il faudra juste choisir, effectuer un choix adapté de ces tâches. Une revue systématique donc sur la thérapie virtuelle, une thérapie qui, à mon avis, est assez séduisante, mais des études randomisées comparées à une rééducation classique au niveau du membre supérieur ne retrouvent pas. Il y a certaines études qui ne retrouvent pas du tout de différence entre la thérapie virtuelle comparée à une rééducation classique, donc du membre supérieur. La robotique de marche, il s'agit donc d'un robot qui va reproduire les séquences motrices de la marche. Donc, ce robot, le robot est là où la dame a posé ses pieds. Et donc, ce robot va reproduire les événements, les séquences motrices de la marche. Et grâce à ce système d'allègement, on peut démarrer cette rééducation assez précocement, dès J1 post-AVC. Donc, ce système permet une rééducation assez précoce, de durée pouvant excéder 1 heure de temps. L'exosquelette, qui initialement était conçu pour les patients paraplégiques, il s'agit d'un robot aussi de marche, mais conçu initialement pour les patients paraplégiques et qui est utilisé de plus en plus. Donc, en faisant ma revue de la littérature, j'ai vu que c'est utilisé aussi dans les accidents vasculaires cérébraux chez les patients qui présentent des troubles de l'équilibre. Le protocole qui a été établi dans cette étude, il s'agissait de 2 à 5 séances par semaine et de séances durées entre 20 et 90 minutes. Et l'indication, c'était des troubles de l'équilibre post-AVC. Et dans cette revue de la littérature, on pouvait utiliser le robot de façon unilatérale ou bien bilatérale, c'est-à-dire les deux parties du robot ou bien une partie donc placée sur le côté déficitaire du patient. Les résultats sur
et que cette robotique, l'exosquelette peut être utilisé à la phase aiguë d'accident vasculaire cérébral comme à la phase chronique, c'est-à-dire au stade de séquelles. On peut utiliser toujours donc la rééducation par l'exosquelette. Les effets, cette rééducation avec un exosquelette permet d'améliorer le score moteur chez ces patients qui a été évalué par le Fugel-Mayer. Et sur le time and get up and go test, il y a une amélioration de quelques secondes chez ces patients. Donc là, un raccourcissement de la durée du time and get up and go test de quelques secondes. La stimulation cérébrale non invasive, qui est une nouvelle technique aussi de rééducation, qui consiste à stimuler l'encéphale grâce à du courant électrique ou bien à un champ magnétique transcrânien, entraînant ce courant électrique ou magnétique va entraîner un équilibre entre les deux hémisphères, soit en diminuant l'activité de l'hémisphère sain ou bien en augmentant l'activité de l'hémisphère lésé, favorisant ainsi la plasticité cérébrale. Et sur le plan fonctionnel, il a été retrouvé dans l'étude de Salazar en 2018 une amélioration de la vitesse de marche, des activités de la vie quotidienne, mais aussi une de la négligence spatiale. Donc, c'est une technique de rééducation qui permet d'améliorer aussi bien les capacités motrices des patients, mais aussi les capacités cognitives, en particulier la négligence spatiale. La thérapie par miroir, qui consiste à placer un miroir dans le plan sagittal, en face du membre supérieur sain. Et on demande au patient de réaliser des mouvements avec le membre supérieur sain et regarder à travers le miroir, ce qui donne l'illusion que c'est le membre parétique qui est en train de faire le mouvement. Donc, on essaie de tromper le cerveau. On fait les mouvements, les gestes avec le membre sain, mais en regardant à travers le miroir. On a l'illusion que c'est le membre pathologique qui réalise les tâches. L'évaluation réalisée par des études randomisées a permis donc d'objectiver de façon assez claire une amélioration à la fois de la fonction du membre, des activités de la vie quotidienne, mais aussi a un effet sur la douleur. Donc, chez les patients douloureux au niveau du membre supérieur, c'est une technique de rééducation qu'on peut utiliser et qui est très accessible. La thérapie par contrainte induite, à l'image de l'expérience de Nudo, qui avait déaffaranté puis immobilisé le membre sain du sein, c'est à peu près la même chose. On immobilise le membre sain du patient et on lui demande de réaliser des tâches avec le membre parétique. Donc, la seule condition, c'est que le membre soit parétique et non plégique. Puisque si la force musculaire est à 0, donc on ne peut pas faire de thérapie par contrainte induite. Un membre parétique, capable de réaliser des gestes. Donc, chez ces patients, il faut leur proposer des tâches en immobilisant le membre sain pour leur contraindre à utiliser le membre parétique. La stimulation fonctionnelle électrique, qui consiste à appliquer du courant électrique sur un muscle afin de provoquer sa contraction. Mais cette contraction doit accompagner un mouvement. Et donc, on a 3 composantes dans la stimulation fonctionnelle électrique. D'abord, le patient doit initier, la première condition, c'est que le patient doit initier d'abord le mouvement. Et ensuite, la stimulation électrique, donc on applique le courant sur le muscle, et ce muscle va se contracter sous l'effet du courant pour réaliser un mouvement. Et la 3e condition, c'est que le thérapeute doit être là pour orienter un peu ce mouvement. Donc, 3 conditions. Il faut que le patient initie le mouvement et c'est en ce moment qu'on applique le courant électrique et le thérapeute doit guider ce mouvement pour qu'il soit efficace. Les injections de cellules souches, que ce soit des cellules mésenchymateuses ou autres, sont utilisées dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. Ces cellules sont généralement injectées au niveau du système nerveux, plus fréquemment au niveau périventriculaire, et ensuite vont se différencier pour remplacer les neurones qui ont été perdus. C'est une technique qui comporte beaucoup de complications et qui est à l'état de... n'est pas toujours d'utilisation assez courante. Les interfaces machine-cerveau, comme donc les interfaces machine-cerveau comme la technique précédente, l'injection de cellules souches,
et aussi une thérapeutique qui est toujours en état d'expérimentation. Et donc, le principe consiste à traiter l'activité cérébrale, le signal cérébral, et à le transformer en une réaction adaptée pour favoriser une interaction avec l'environnement. C'est-à-dire, il y a l'appareil qui va récupérer le signal au niveau du cerveau et en fonction de la nature de ce signal, donc le traduire en un mouvement qui sera adapté ou bien en une tâche qui sera adaptée. Donc, en conclusion, je dirais que la rééducation des AVC reste un sujet d'actualité puisqu'il y a beaucoup de choses contradictoires quand on parcourt, quand on en fait une revue de la littérature. Non, un sujet d'actualité car les résultats fonctionnels de plusieurs nouvelles techniques restent contradictoires. Certains auteurs vont conclure à des techniques efficaces qui améliorent le pronostic fonctionnel chez ces patients, mais plusieurs années après, des études récentes de bonne qualité infirment les propos précédents. Et ce qui fait que les techniques classiques gardent tout leur intérêt, surtout quand elles sont associées à des exercices d'auto-rééducation, surtout dans nos conditions de travail. Donc, il faut qu'on privilégie l'auto-rééducation. La rééducation est démarrée en hospitalisation ou bien à l'hôpital, mais il faut que parallèlement, qu'on puisse entraîner le patient donc, à réaliser des exercices à la maison. La rééducation des AVC doit être suivie d'une réadaptation afin de favoriser une meilleure insertion socio-professionnelle. Je vous remercie. Donc, nous remercions beaucoup professeur Ngor pour cette présentation assez large qui a abordé les mécanismes fondamentaux et puis aussi la technique. Et je pense que docteur Ben doit être en ligne afin de faire parvenir les questions au professeur. Docteur Ben, est-ce que docteur Ben est là pour nous faire parvenir les questions? Oui, docteur Ben Djibril. Allô, vous m'entendez? Docteur Ben, vous le recevez? Est-ce que vous pouvez faire parvenir les questions au professeur? Vous le recevez là? Voilà, oui, on te reçoit, docteur. Oui. Donc, merci beaucoup, professeur Ngor, pour cet exposé très exhaustif. Comme d'habitude, hein. Donc, merci beaucoup pour la clarté, la précision, la concision. Donc, il y a eu beaucoup de questions. Nous allons je pense je vais vous poser les questions et vous allez répondre pour que ça soit didactique. Et il y a le collègue Diara Fousseni qui demande si vous avez des données récentes des pourcentages des AVC chez les sujets jeunes au Sénégal. Donc, est-ce qu'au Sénégal, vous avez des données récentes des AVC des sujets jeunes dans votre contexte de travail? Des données récentes, non. Mais quand on fait la moyenne des patients victimes d'AVC au Sénégal et dans toutes les études, on se retrouve globalement vers entre 55 et 60. Mais des données précises sur uniquement les AVC du sujet jeune, non, pas à ma connaissance. Okay. D'accord, merci. Il y a le collègue Pierre Lafouta qui demande si on peut utiliser l'index moteur de Demeris pour évaluer l'appréhension aux membres supérieurs à la phase aiguë d'hémiplégie post-AVC. Donc, est-ce qu'on peut utiliser l'index moteur de Demeris pour évaluer l'appréhension aux membres supérieurs à la phase aiguë de l'hémiplégie post-AVC? Oui, on peut utiliser cet index pour évaluer l'appréhension et les autres fonctions du membre supérieur, le membre supérieur globalement, effectivement, à la phase. Mais nous, ce que nous utilisons à Dakar surtout, c'est le Fugel-Mayer, donc chez ces patients. Mais oui, bien sûr, c'est un score, c'est un index moteur donc, qui permet d'évaluer la fonction du membre supérieur chez ces patients.
D'accord. Il y a toujours le même collègue Pierre Lafouta qui demande la durée et la fréquence des séances de rééducation de l'hémiplégie. Donc, quelle est la durée et la fréquence des séances de rééducation de l'hémiplégie? La plasticité lésionnelle après AVC s'étend sur 18 mois. Et donc, durant ces 18 mois, on peut faire de la rééducation, surtout dans nos pays africains où les choses ne sont pas, où la rééducation n'est pas régulière par moment, n'est pas constante. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut retenir que la plasticité cérébrale va jusqu'à 18 mois. Et durant ces 18 mois, il est légitime donc de faire la rééducation. Surtout si elle n'a pas été régulière. Puisque dans les pays développés, au bout de 6 mois de rééducation intensive, donc, ils passent plus à l'auto-rééducation. Donc, ils arrêtent et demandent aux patients de continuer les exercices à la maison. Mais ce sont des pays qui sont très bien équipés où les patients sont hospitalisés durant la phase de récupération et vont faire une rééducation intensive matin, soir, parfois même matin, midi, soir. Ce qui est difficile ici en Afrique. Et donc, on ne peut pas s'arrêter à 6 mois de rééducation comme ce qui se passe en Europe. Parce que tout simplement, la plasticité lésionnelle va au-delà de 18 mois. Donc, pendant ces 18 mois, on peut bien sûr continuer la rééducation. La fréquence dépend de la phase d'évolution de l'AVC. À la phase aiguë, on peut proposer 2 à 3 séances par semaine, mais à la phase de récupération, ce qui est préconisé, c'est de faire des séances biquotidiennes. Chaque jour, 2 séances, au moins. D'accord. Donc, ce sont des questions qui rejoignent à peu près celles de Khalifa Ababakar et puis celle de Mahmoud Bayo. Et donc, ça revient, c'est à peu près la même question. Donc, la durée de la rééducation et puis jusqu'à quand. Donc, c'est à peu près ce que vous avez répondu. Mais la durée, par rapport à la durée, une séance peut durer environ combien de temps? Combien de minutes? 45 minutes à 1 heure maximum. 45 à 1 heure de temps. D'accord. Et il y a aussi Diara qui demande quelle est la fréquence de l'accessibilité et le coût moyen des techniques de rééducation chez les patients victimes d'AVC. Donc la fréquence de l'accessibilité et le coût moyen des techniques de rééducation. Donc, c'est pas si le coût moyen à Dakar, par exemple, une séance dans les structures publiques, la séance coûte 5 000 francs. 5 000 francs. Ouais. Il y a aussi le collecteur l'accessibilité à la rééducation, bien sûr, c'est un pays où la rééducation est à ses débuts. Hein. Donc, il y a un certain délai quand même d'attente avant d'avoir les séances de rééducation. Parce que nous ne sommes pas nombreux, la demande est assez forte. Et facilement, entre l'évaluation du médecin rééducateur et le démarrage effectif des séances de rééducation, le patient peut attendre un mois au Sénégal. Donc, c'est vraiment pas accessible. Donc, c'est à améliorer. D'accord. Il y a le collègue Pierre Lafouta qui demande quelle molécule associée à la rééducation dans votre contexte de travail. Vous avez cité des molécules, le plus souvent laquelle vous associez, et à quelle phase de la maladie l'intégrez-vous dans le protocole et quand l'arrêtez? Donc, ça c'est la question par rapport aux molécules que vous avez citées. Dans ma pratique quotidienne, j'utilise la fluoxétine. Mais chez les patients AVC, ils sont déprimés. On a des diagnostics très clairs de dépression post-AVC, bien qu'ils ne sont pas trop coopérants. Ils sont souvent pas trop motivés. Donc, j'introduis la fluoxétine chez ces patients. Et je me donne un délai de 2 semaines pour pouvoir décider si ça marche ou pas. Donc, c'est chez les patients déprimés et les patients qui ne sont pas trop enthousiastes à la rééducation où je fais un test thérapeutique à base de fluoxétine. Et ça stimule les patients, donc ça permet donc une meilleure contribution, une meilleure participation aux exercices d'auto-rééducation. Il est établi dans la littérature que cette fluoxétine chez les patients déprimés post-AVC améliore le pronostic fonctionnel. Donc, je ne le fais pas de façon systématique, mais chez les patients qui ont une dépression.
D'accord. Il y a le collègue Khalifa Babakar qui demande est-ce que la spasticité peut être bénéfique chez un patient cérébro-lésé? Oui. Exemple de spasticité bénéfique, c'est la spasticité du quadriceps qui va verrouiller le genou et favoriser la verticalisation chez certains patients. La spasticité peut être effectivement bénéfique. D'accord. Et il y a le collègue Kaza Ibrahima qui demande l'imagerie motrice n'ont-ils pas de bénéfices? Je n'ai pas compris. L'imagerie motrice n'ont-ils pas de bénéfices? Je n'ai pas bien compris la question. Je ne sais pas. Vous pouvez passer à haute voix. Et il y a le collègue, un autre collègue, Kaza Ibrahima, qui demande l'imagerie motrice n'ont-ils pas de bénéfices? Je n'ai pas compris la question. Sinon, la prochaine, il y a un autre collègue Daré qui demande quelle est la place de l'injection de toxines botuliques dans la rééducation. Est-ce que la toxine botulique a une place dans la rééducation chez le cérébro-lésé ou chez le héplégique? Oui. Alors, chez les patients, quand une spasticité devient gênante sur le plan fonctionnel, la toxine botulique a toute son indication. Donc, mais il faut que le muscle soit spastique et que ces spastités gênent la fonction. Donc, c'est une spasticité gênante qu'on traite avec de la toxine botulique. Par exemple, une spasticité du triceps sural qui met un pied en équin et qui fait que durant la marche, donc le pied accroche au sol. Oui, il faut mettre de la toxine botulique. Donc, c'est une molécule qui a toute sa valeur, toute son indication dans la prise en charge rééducative, bien sûr, de l'accident vasculaire cérébral. D'accord. Et il y a d'autres questions. Vous avez parlé de les positions fonctionnelles au début. Si vous pouvez revenir un peu sur la position qu'il faut faire pour éviter les complications postérieures. Au niveau du membre inférieur, quand le patient est en décubitus dorsal, il faut que la hanche soit en rectitude. Donc, cuisse et tronc alignés. Ensuite, genou en extension complète et la cheville à 90 degrés. Il ne faut pas laisser le pied tomber en arrière. Cheville à 90 degrés. Donc, on monte 90 degrés avec la jambe. Et au membre supérieur, l'épaule doit être en légère abduction. Le coude en extension. L'avant-bras en position neutre. Le pouce en opposition. Et les autres doigts demi-fléchis. Ça, c'est la position de fonction du membre supérieur. D'accord. Donc, merci. Il y a le collègue Romaric qui demande la fluoxétine pendant combien de temps si l'épreuve thérapeutique est concluante? Donc, combien de temps vous la gardez chez le patient? 3 mois. 3 mois. Et moi, j'ai une question. La plupart des échelles fonctionnelles que nous utilisons, donc, culture. Donc, on va un projet. Allô? Oui. Professeur Ngo? Oui, Ben.
Oui, donc je disais, la plupart des échelles fonctionnelles qu'on utilise ne sont pas adaptées à notre contexte. Souvent, c'est des escaliers qu'on utilise, ou bien il y a d'autres items qui ne sont pas très adaptés à notre contexte. Est-ce qu'il y a un projet pour confectionner des échelles adaptées à nous? Alors, nous, à Dakar, nous n'avons pas encore de projet, mais c'est des choses qui ne vont pas tarder. Et ces échelles doivent être adaptées, bien sûr, à la population. Donc, ce que nous faisons ici, quand on administre ces échelles, c'est que on peut créer des billets en essayant d'interpréter ou d'expliquer aux patients. Donc, elles doivent être adaptées et même traduites en langue nationale. Donc, comme exemple, je pense au niveau du Maghreb, en particulier, en tout cas, je sais qu'au Maroc, c'est une pratique qui est très bien développée là-bas, où l'ensemble des échelles ont été traduites en langue nationale, ce qui facilite leur administration. Donc, ici, nous n'avons pas encore commencé, mais il faut qu'on tente vers ça. Donc, il y a le collègue Sidi qui demande, est-ce que l'hémiplégique peut se coucher sur le côté déficitaire? Il n'y a aucun risque à se mettre sur le côté déficitaire. D'ailleurs, ça va favoriser la coaptation même de l'épaule. Il n'y a aucun risque pour l'épaule. Donc, le patient et donc, ça facilite la coaptation au niveau de l'épaule. Rien ne l'empêche. J'ajoute aussi, parce que c'est une question qui est très demandée par les étudiants, est-ce qu'on peut perfuser les membres déficitaires? C'est pas recommandé. Hein? C'est pas recommandé. Il est préférable de perfuser le côté sain. D'accord. Donc, ce sont des questions souvent en salle que les étudiants posent. C'est au côté sain qu'il faut placer les perfusions. D'accord. Et toujours le collègue Siri demande la place du baclofène dans la rééducation. Est-ce que c'est une molécule que vous utilisez fréquemment ou pas? Baclofène en péros ou en injectable? Bon, il n'a pas précisé, je ne sais pas. En péros, oui, nous utilisons le baclofène en péros ici. Puisque ce qu'on a comme antispastique, c'est le baclofène en péros ici. La forme injectable n'existe pas encore à Dakar et la deuxième molécule qu'on a contre ces patients spastiques, c'est la toxine, qui n'est pas trop accessible et qui n'existe pas encore au Sénégal. Le peu de patients qui se le procurent, donc le prennent à partir soit des pays européens ou bien du Maghreb. Donc, pour répondre à votre question de façon tranchée, oui, nous utilisons le baclofène péros ici. Maintenant, le résultat, ça dépend de la sensibilité des individus. Donc, j'ai cru à un certain moment que le baclofène péros ne réglait pas du tout le problème de mes patients, donc ne marchait pas du tout. Mais à un certain moment, je suis tombé sur un patient très sensible au baclofène, qui était paraplégique. Il commençait à marcher, et après 20 mg de baclofène, un comprimé matin, un comprimé le soir, il était devenu hypotonique et n'arrivait plus à marcher. Donc, ça dépend de la sensibilité des individus. Il y a Romaric qui demande, à l'absence de la toxine, est-ce que vous avez une expérience des autres médicaments tels que dantrolène, bon, vous avez parlé du baclofène et les traitements orthopédiques, les orthèses. Donc, est-ce que vous avez... Le dantrolène, je ne l'utilise pas trop dans la spasticité. Le dantrium n'existe pas au Sénégal. Et les orthèses, oui, nous les utilisons surtout au niveau de la main. Quand on a une spasticité assez importante des fléchisseurs, nous mettons des orthèses pour inhiber un peu la spasticité et étirer, posturer un peu en extension du muscle spastique. Donc, c'est plus au moment pour les orthèses, en particulier au niveau de la main. D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de questions. Mais nous allons demander s'il y a d'autres collègues. Je pense qu'on a d'autres collègues MPR, rééducateurs, qui sont avec nous. Donc, est-ce qu'ils peuvent aussi partager brièvement leur expérience ou bien apporter une contribution? Je ne sais pas s'il y a des collègues avec nous MPR, s'ils peuvent se manifester pour se présenter d'abord.
et puis partager leur expérience très brièvement, leur contribution. De l'assistance, s'il y a des collègues NPR. Il paraît que ma voix est basse. Vous m'entendez? S'il y a des collègues NPR qui veulent participer avec nous, échanger. Il y a Alfari qui donne la parole, je pense. Il y a Alfari, ok. Docteur Alfari, est-ce qu'il est connecté? Oui, il est connecté, mais son micro n'est pas activé. Si vous nous entendez, docteur Alfari, merci d'activer votre micro. Si Entre-temps a des questions, je pense que Ben, il faut continuer à poser les questions le temps que Alfari soit disponible. Entre-temps, il y a une question, en fait, c'est par rapport aux 72 heures où vous avez dit qu'il n'y a pas une grande différence à commencer avant ou après les 72 heures la kiné. Donc, je voulais poser la question, avant les 72 heures, est-ce que c'est un peu délétère? Si oui, quels sont les différents éléments délétères? C'est une étude qui a comparé les effets de la rééducation commencée avant la 70e heure et après la 72e heure. Et il n'y avait pas, sur le plan fonctionnel, une très grande différence. Et ils avaient conclu que les risques de complications, en particulier une mobilisation inadaptée qui puisse conduire à un syndrome douloureux régional complexe, était beaucoup plus importante à phase aiguë avant la 72e heure. Donc, c'est surtout à cause s'il y a une mobilisation inadaptée, on risque donc de provoquer une algodystrophie chez ces patients. D'accord. L'autre question que j'ai envie de poser, c'est, comme vous l'avez dit, le syndrome de l'hémisphère mineur. Nous, en phase aiguë, souvent, c'est difficile de mettre ça en évidence chez les patients. Donc, quand vous qui les voyez un peu tardivement, est-ce que c'est des choses qui sont facilement mises en évidence, le syndrome mineur chez les... Le syndrome au complet, très difficile. Par contre, l'héminégligence, quand on évolue sur le plan clinique, on peut facilement passer à côté, mais en utilisant des échelles, on voit que la fréquence de l'héminégligence en post-AVC est quand même assez élevée. Dans notre étude, on avait utilisé le test de barrage et on était à peu près 40%, je pense, de patients héminégligents. Donc, c'est un symptôme qui est facilement détectable quand on utilise les échelles d'évaluation. Mais si c'est juste à l'interrogatoire, on peut facilement passer à côté. Il faut soit le test de barrage ou bien des échelles beaucoup plus élaborées. D'accord. Est-ce que le docteur Alfari a... Oui, je crois que vous me recevez. Oui, voilà, on vous reçoit, docteur Alfari. D'accord. Bonsoir, cher. Vous nous présentez un peu votre expérience. Merci, docteur Ben. Moi, c'est docteur Alfari Abdelaziz, médecin de médecine physique réadaptation au niveau de l'hôpital général de référence de Niamey. Donc, je remercie sincèrement les organisateurs de ce webinaire, mais plus particulièrement le professeur Ngor qui a fait vraiment une brillante présentation sur la prise en charge rééducative en ce qui concerne les méthodes et les nouveautés techniques. Et vraiment, il y a eu beaucoup de messages intéressants qui sont passés. Et néanmoins, j'aimerais apporter quelques contributions concernant cette prise en charge et que moi je vois vraiment sous deux angles. Méthodes et nouveautés techniques dans la prise en charge post-AVC. En Occident, où ils ont les moyens, ils ont le plateau technique, ils ont des centres spécialisés.
c'est quoi les méthodes et la nouveauté. Et nous, en Afrique, où vraiment la rééducation est à un stade embryonnaire, quelles sont les nouveautés à notre niveau? Maintenant, en Occident, effectivement, on ne va pas rentrer dans tout ce qui est anatomo-physiopathologie. On prend juste au niveau de la rééducation en post-AVC. J'aimerais dire, la nouveauté en Occident, c'est quoi? En Occident, un patient qui fait son AVC à la phase aiguë, il est pris en charge dans des unités neurovasculaires. Dès là-bas, la rééducation peut commencer. Et cette rééducation qui commence à cette phase, c'est essentiellement donc la prévention des complications de décubitus. Donc, essentiellement la prévention, donc, à savoir l'apparition des escarres, la prévention des troubles thromboemboliques et aussi la prévention de tout ce qui est lié aux troubles de la déglutition. Le professeur l'a bien dit, la majorité des patients victimes d'AVC à la phase aiguë ont des troubles de la déglutition que le premier médecin, qu'il soit neurologue ou généraliste, doit diagnostiquer. Parce que la mort de ces patients est due à ces troubles de déglutition. Dans notre contexte, on sait bien sûr que les accompagnants sont les premiers qui entourent le patient. Et ne sachant pas les complications de ces troubles de déglutition, on se met à alimenter les patients. Donc, de n'importe comment, ce qui favorise donc les fausses routes, donc les suffocations, et les patients meurent généralement très précocement. Donc, essentiellement, cette phase aiguë est très organisée dans les pays développés, où tout de suite le médecin MPR fait son bilan, il détecte ces facteurs de risque, et tout de suite on fait appel à tous les professionnels paramédicaux, l'orthophoniste qui va venir approfondir le type de déglutition, l'ergothérapeute qui va venir faire l'évaluation de l'autonomie, le kiné qui va venir pour favoriser l'installation au lit du patient. Donc, en même temps, donc, les soins classiques continuent. Maintenant, une fois que le patient, son état fonctionnel vital est stabilisé. Docteur Alfari? Oui. Je vous reçois. S'il vous plaît, vous pouvez résumer comme on voudrait un partage d'expérience. Est-ce que par rapport à ce que vous faites dans votre contexte de travail, est-ce que vous pouvez partager pour que, comme il y a le temps qui est contre nous. Justement, donc, et ce que nous on fait, donc, comme nous sommes dans le contexte africain, donc, on n'a pas d'abord un service d'hospitalisation. Donc, généralement, les patients que nous prenons dans ce cadre, bien sûr, c'est soit les patients qui sont hospitalisés en service de neurologie, on fait appel à nous, on part, on fait l'évaluation, à ce moment, on donne des consignes. Donc, des consignes aux infirmiers et en même temps, il y a les kinésithérapeutes du service qui descendent pour faire les actes précoces de la rééducation. Maintenant, une fois que la personne récupère, elle est libérée ou exercée au niveau du service de neurologie, soit elle sort avec son ordonnance de rééducation, soit on le renvoie ou on la renvoie en service de MPR pour une consultation pour pouvoir continuer ces séances de rééducation. Ou bien c'est des patients qui ont fait un AVC ancien, donc qui consultent directement au service, on les évalue, et comme le professeur l'a bien dit, nous, on insiste beaucoup sur l'auto-rééducation, parce que les séances que, dans notre contexte, qu'on donne sont insuffisantes, ni en durée, ni en intensité. Donc, ce qui fait que moi, à mon niveau, je priorise l'auto-rééducation. Je sensibilise le patient en fonction de ses capacités, je sensibilise son entourage. Je leur dis tout le temps que ce qu'on vous fait ici, ça ne représente que 5%. Les 95%, c'est à vous de les réaliser à la maison. Donc, voilà comment on gère. Maintenant, quant aux complications, la spasticité, les déformations neuro-orthopédiques, on voit, et comme le professeur l'a bien dit, on a d'autres choix que d'utiliser les lioresal pour aider à vaincre cette spasticité, ou souvent quand l'équin est trop sévère,
on peut envoyer chez les traumatologues pour faire des ténotomies, pour pouvoir un peu mettre à plat les pieds. Et si c'est à un stade flasque, on peut envoyer à l'atelier de l'appareillage pour la confection d'attelles relevées de pieds, ou bien des attelles anti-recurvatum en cas de faiblesse du quadriceps. C'est vrai qu'il est dit dans la littérature pour la spasticité d'origine cérébrale, c'est le dantrolène qui est un peu plus efficace. Mais malheureusement, le dantrolène n'est pas disponible dans notre contexte. Mais dans les spasticités d'origine médulaire, il faut prioriser et donc le lioresal. La toxine botuliниque étant un peu très difficile à avoir dans notre contexte et surtout très cher. Et donc voilà comment on fait. Et notre prise en charge est un peu retardée parce que vous avez vu qu'il a montré la multidisciplinarité de la prise en charge des AVC, alors que nous, dans notre contexte, on n'a que le médecin MPR et le kinésithérapeute. Les autres n'existent pas. Donc, c'est aux médecins éducateurs de se forcer pour se substituer à tous les autres, pour donner des consignes, des exercices, etc., etc. Donc, voilà ce qui limite un peu, mais je crois que déjà, avec cette nouvelle donne où il y a de plus en plus de médecins MPR en Afrique subsaharienne, je crois que la tendance va s'inverser. Et on compte sur nos aînés, chers maîtres, le professeur Ngor, pour pouvoir nous appuyer, pour qu'on puisse travailler vraiment donc, dans une fédération et pour améliorer vraiment la prise en charge, pas seulement des AVC, mais tout ce qui est le domaine de la MPR en Afrique de l'Ouest et en Afrique de manière générale. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie. Pour information, il y a le collègue Romaric qui dit qu'il y a du dantrolène au Bénin. Donc, peut-être que les autres collègues peuvent entrer en contact avec lui pour... vous avez parlé de cadre. Je pense qu'il y a un cadre qui a été formé de médecins rééducateurs de la sous-région. Donc, c'est un bon début de coopération sud-sud. Il y a une dernière ou avant-dernière question, professeur Ngor. Il y a Djibril Dia qui demande est-ce que la rééducation est indiquée dans les AVC ischémiques dus par AOMI? Est-ce que la rééducation est indiquée dans les AVC ischémiques par AOMI? Oui. En fait, l'AOMI n'est pas une contre-indication à la rééducation. Par contre, si c'est une thrombose veineuse, il faut attendre que le traitement soit efficace avant de mobiliser en tout cas le membre qui est touché. Mais pour l'AOMI, effectivement, on peut commencer la rééducation. Ce n'est pas une contre-indication à la rééducation d'un accident vasculaire cérébral ici. D'accord, merci. Et il y a le collègue Diarra, donc la dernière question, qui demande est-ce qu'au cours d'une rééducation fonctionnelle, est-ce qu'il peut y avoir un risque d'une nouvelle attaque d'AVC au cours de la rééducation fonctionnelle? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il peut y avoir une récidive durant la rééducation? Oui, c'est à peu près ce que j'ai compris. Au cours d'une rééducation fonctionnelle, est-ce qu'il peut y avoir un risque d'une nouvelle crise d'AVC? Bon, l'AVC ne prévient pas du tout, hein, donc on peut faire un accident vasculaire cérébral ischémique n'importe où et à n'importe quel moment, y compris même durant la rééducation. D'accord. Donc, je pense que nous tirons vers la fin de notre webinaire. Ça va faire bientôt 2h30. Et de savoir que la rééducation pour favoriser la récidive, non. D'accord. Donc, nous remercions sincèrement la professeure Ngor pour la disponibilité, pour la clarté de l'exposé. Nous remercions également le docteur Alfani pour l'intervention. Nous remercions tous les participants qui ont vraiment qui ont consacré leur temps pour ce webinaire, pour les questions. Nous remercions sincèrement, ce n'est pas la première fois. Juste avant de terminer,
nous allons un peu vous parler donc, du CEMA, donc, qui est le réseau pour la promotion de la recherche médicale en Afrique. Donc, vous le savez tous, donc, à travers le journal Jacques, pour faire la promotion de l'écriture scientifique. Parce que la remarque est partie du fait que nous avons beaucoup de potentialités, mais on ne produit pas beaucoup en Afrique. Et ce qui est le barrage, c'est souvent le cadre qui n'est pas créé. Souvent, quand on envoie des journaux à l'étranger, ça prend du temps. Donc, il y a beaucoup d'impasses. Donc, d'où l'idée de créer le journal Jacques, le journal africain des cas cliniques et revues. Donc, nous invitons tous les collègues à publier dans ce journal. Il y a aussi des colloques qu'on fait régulièrement, donc des colloques souvent tournants, annuels. Il y a aussi la vidéo, donc il y a la chaîne YouTube qui est là. Tous les événements que nous faisons, nous les passons sur ces chaînes-là. Et donc, vous pouvez visiter les sites. Donc, je pense que c'est ce que je voulais dire en mot de temps. Donc, il y a une dernière question, je pense que je n'ai pas bien compris. C'est l'utilisation du chewing-gum dans les paralysies faciales. Professeur Ngor, c'est une question qui revient le plus souvent. Est-ce qu'on peut utiliser du chewing-gum chez les patients qui ont fait un AVC avec atteinte faciale? Non, c'est proscrit. C'est proscrit. C'est proscrit puisque dans la rééducation de la paralysie faciale, le principe est d'équilibrer les forces musculaires. Il faut favoriser les muscles constricteurs. C'est surtout les muscles constricteurs qu'il faut favoriser dans la récupération. Alors, quand on mange du chewing-gum, la première chose, c'est qu'on fait intervenir plus les masticateurs. Ça, c'est la première. Et deuxième chose, maintenant, cette mastication va s'accompagner de mouvements au niveau des autres muscles de la face, mais qui est anarchique, qui ne privilégie pas plus les constricteurs. Et donc, c'est pour ça, c'est une technique qui est maintenant proscrite dans la rééducation de la paralysie faciale périphérique. Donc, initialement, au début, on disait qu'il faut mâcher des chewing-gums, mais maintenant, c'est très bien établi. Donc, le mâchage de chewing-gum est proscrit, puisque donc, n'améliore pas le pronostic. Au contraire, même, il est délétère. Ouais, je me rappelle parce qu'on dit la paralysie faciale, c'est le 7, alors que quand on mâche le chewing-gum, c'est la mastication. Le 5, surtout, qui est plus mis en jeu. Okay. Donc, merci beaucoup, professeur, vraiment pour votre disponibilité. Ça fait 2h30 bientôt qu'on vous a kidnappé, on va dire. Merci pour tous les participants. Merci pour tous ceux qui ont posé des questions dont on n'a pas pu citer. Donc, rendez-vous dans quelques jours pour notre webinaire. Donc, merci à tous. Okay. Merci Ben, allez au revoir. Merci Soumaïla. Ok, bonne soirée à tous. Merci.